Bonjour et bienvenue dans ce 12e épisode de notre podcast Fleur au vent. Je suis Émilie et j'ai le plaisir de m'entretenir chaque mois, ou presque, avec Anne-Fleur Sarraud, directrice Wingwood. Bonjour Anne-Fleur. Bonjour Émilie. On ne te présente plus, ou presque, tu es directrice Wingwood, maman de 2 enfants et dans ce podcast, tu nous partages tes envies, tes coups de cœur, tes coups de gueule, tes inspirations et motivations du moment et entre autres tu réponds à mes questions. Nous sommes au mois de juillet, les 2 pieds dans l'été. Depuis notre dernière entrevue, nous avons célébré les mers, les terres, la commémoration du débarquement en Normandie, l'été et bien sûr la musique. Juillet annonce d'ailleurs l'ouverture des festivals d'été. À la musique, l'art de combiner les sons et les silences dans le temps, les fréquences, les nuances et les timbres n'est pas chef d'orchestre qui veut, qu'il s'agisse d'une lente mélodie ou d'un tempo effréné. Donner sa place, son rôle à chacun, parler un même langage, se faire entendre de tous et mettre au diapason chaque voix de la partition, cela n'est pas inné. Dans le monde de l'entreprise, le bien-être au travail dépend aussi des talents d'un bon chef pour guider son orchestre, autoriser chacun à exprimer son talent et sa personnalité en laissant la place nécessaire aux autres, savoir inspirer une pleine confiance pour obtenir le meilleur de chacun dans des configurations pas toujours évidentes, imposées par une partition jalonnée d'objectifs. Je pense que tu ne me contrediras pas. Et avant de proposer un karaoké géant à Anne-Fleur Sarraud, je pose ça là. J'aimerais aborder les clés pour devenir une bonne chef d'orchestre dans une entreprise qui compte sur la richesse de plusieurs générations, avec un focus notamment sur la génération Y. Mais avant cela, je vous présente le sommaire. Au sommaire de cet épisode, interview de l'instant présent dans laquelle Anne-Fleur nous partagera ton état du moment, Fleur mois de juillet, bilan et ambition, le fil Wingwood consacré donc à l'article de Camille sur le management pour les générations Y. Plaisir d'offrir et de recevoir ton partage d'expérience, tes petits tips sur le sujet. Et enfin, nous refermerons ce podcast par le quiz Fleur dans l'air du temps, intitulé pour l'occasion La mélodie du bonheur en entreprise. Je te propose de démarrer tout de suite cette interview par l'interview de l'instant présent pour connaître tes premiers ressentis au réveil ce matin, ta forme mentale en 1 ou 2 mots. Plutôt bonne. J'ai réussi à me sentir coupable dès mon réveil. Et après, je me suis éteinte. C'est pas bien. Je me suis éteinte en disant « ça va, arrête ». Voilà, j'ai regardé une série un peu trop tard hier soir. Et bon, je me suis dit « Allez, ça va le faire ». C'est le bouton snooze ou t'as quand même mis le pied par terre? Non, j'ai mis les pieds par terre direct. J'avais trop de choses ce matin. Fallait démarrer. Et puis, de toute façon, le snooze, rarement… on a déjà parlé, mais de toute façon, le réveil, c'est difficile. Là, on est lundi matin. Le lundi matin, c'est difficile. En mois de juillet. Et pour autant, il faut y aller. Donc, moi, je crois pas au bénéfice du snooze, au contraire. Je comprends. Il colle un petit peu plus dans le lit. La forme physique, tout simplement, doucement, en chanson de Bibi, Quand la musique est bonne de Jean Goldman, ou le célèbre Toutou Youtou, générique culte de Gin Tonic. Écoute, je suis plutôt Toutou Youtou. Je suis assez au taquet. J'ai pas fait de sport ce matin, mais j'aurais pu. Bon, on se voit bien en juste au corps, fluo en tous les cas. Parfaitement. Un stress ou une difficulté à mentionner? Écoute, j'ai la crainte que juillet passe trop vite. On est déjà le 10 juillet. J'ai beaucoup d'attentes sur le mois de juillet, d'autant que c'est le mois où les enfants sont pas là. Donc, j'ai une demi-charge mentale. Ça me permet à l'autre charge, celle de l'entreprise, de prendre sa place. Et j'ai beaucoup d'ambition et j'ai peur qu'il passe vite. Après, on ne vit pas dans la peur. On va essayer de gérer ça au mieux. Exactement, c'est vrai que le temps passe vite. La gratitude et la mémoire du cœur, tu as écrit quoi en premier ce matin dans ton journal de la gratitude? Après t'être dit que le soleil était là. Ouais. Tu sais combien le soleil là, ça démarre bien ma journée. Donc, je le remercie à chaque fois qu'il est là pour démarrer ma journée. Très bien. Fleur en juillet, ton ou tes ambitions justement pour ce mois-ci? Écoute, j'ai envie d'ancrer un peu le premier semestre, comme je t'avais partagé, ça a été assez dense, l'année 2022 était assez dense et le premier semestre 2023, il s'agissait de lancer une nouvelle dynamique. Donc j'ai envie que le mois de juillet permette d'ancrer justement ce qu'on a vécu sur le premier semestre, faire le bilan et puis de préparer une belle rentrée. J'ai envie de me ressourcer, de faire le point et puis du coup de me sentir en chemin vers septembre. Ok, côté tendance, tu le sens plutôt bien? Oui, comme je dis, ça va passer trop vite, mais bon, on va faire au mieux. On va essayer de prioriser.
passe à présent à la rubrique du Feel Good consacrée au management, notamment concernant la génération Y, mais tu vas nous en parler, nous raconter un petit peu ton feeling. La génération Y, donc également connue sous le nom de millénial, fait référence aux personnes nées entre les années 1981 et 1996. La génération Y, donc, aurait une autre perception du travail. Monter les échelons pour devenir manager, gérer une équipe n'est plus la priorité. Cette génération souhaite avant tout s'épanouir au travail en privilégiant la relation avec les collègues, le sens que l'on donne au travail et ambitionne d'acquérir de nouvelles compétences tout au long de sa carrière. Alors, comment manager une génération Y en entreprise? Anne-Fleur, peux-tu déjà nous donner peut-être le pourcentage justement que représente la génération Y chez Wengo? Est-ce que tu as, voilà, en grosso modo, une fourchette? Écoute, moi je suis en plein dedans cette génération-là et on est 2/3 sur les effectifs en génération Y. On en a quelques-uns qui sont pré-années 80 et puis quelques autres plus jeunes post 1995. Ok, donc 2/3, c'est quand même assez important. Toi, tu es en plein dedans. Quelles sont, par exemple, les principales attentes et ambitions que tu as pu observer chez cette génération, comparé à ce que tu as pu peut-être observer chez leurs aînés? Ah, c'est pas évident parce que comme tu dis, je suis dedans, donc je sais pas quel recul j'ai entre le fait que je suis concernée probablement par cette catégorie-là et puis que du coup moi je vois beaucoup d'écart. Moi je suis plutôt du début de cette catégorie. Je te dirais qu'il y a quand même pas mal d'écart entre moi et des gens de 10 ans de plus et pourtant on est tagués de la même génération. Et puis, je sais pas trop quel recul j'ai par rapport à avant. Je te dirais que disons que le recul que je peux avoir, c'est par rapport à, du coup, la génération de nos parents au sens perso et puis de nos parents professionnels, donc nos premiers managers, nos premiers chefs, et de se dire, c'est quoi les différences par rapport à eux? Moi, je vois une grosse différence d'environnement. Et donc, dès lors qu'il y a cette différence d'environnement, on est après individuellement soumis à cette différence et on se construit par rapport à un contexte. Je mettrais, tu l'as mentionné, mais on a des sujets comme l'environnement, le bien-être au travail, tout ce qui est sujet RSE, tout ce qui est diversité, équilibre, etc. Je pense que ce sont des sujets relativement récents qui ont des impacts assez forts sur les enjeux de management. Moi, je suis arrivée sur le marché du travail du coup avec, le digital est arrivé à peu près pendant mes études. Donc, j'ai commencé le travail, il y avait déjà que des emails, internet, etc. Mais quelques années avant, c'était pas le cas. Il n'y avait pas encore le courriel. Et puis surtout, ça s'est beaucoup accéléré sur mes 10 premières années de vie professionnelle. Je pense que par rapport à la génération de nos managers et encore plus de nos parents qui étaient nos modèles, il n'y avait pas le digital et avec le digital, pour moi, il y a une accélération à la fois du temps au travail, de la production qu'on fait au travail, et il y a aussi une accélération probablement des innovations, des mutations d'entreprises, des mutations de marché, etc. Et donc un rapport au temps qui va être différent, qui va, comme tu l'as mentionné, impliquer une formation tout au long de la vie parce que la compétence qui s'acquiert avec l'expérience, l'expérience est assez vite rendue obsolète par l'évolution du contexte et notamment avec toutes les technos qui évoluent assez vite. Et je pense que c'était des problématiques qui probablement ont démarré avant ça, mais ont été différentes. Et donc, d'un point de vue des cours de management que j'ai eu à l'école ou que j'ai eu de mes pairs professionnels ou de mes pairs personnels, effectivement, c'est différent. Et sur le terrain, du coup, toi, ça a dû te faire un chamboulement par rapport à ce que tu avais pu capter comme information, par rapport à ce qu'on t'avait enseigné ou donné en tous les cas comme tendance. Quand t'es arrivé, toi, tu étais déjà ailleurs. Je pense effectivement, en tant que... Je pense que j'ai ressenti, moi, plus, tu sais, je suis d'abord dans le ressenti. Je pense que j'ai ressenti ce paradoxe, presque ce conflit, en fait, entre les méthodes de management de nos chefs, pour le dire assez simplement, et la réalité dans laquelle on s'est retrouvé. Un élément aussi qui est important que moi j'ai vécu, c'est le côté PME, petites entreprises et start-up. C'est-à-dire que je suis rentrée
par hasard quasiment il y a 18 ans dans une start-up qui venait de démarrer, mais c'était absolument pas la norme à ce moment-là, de créer une boîte. On rejoignait plutôt des grands groupes et on rejoignait du coup une entreprise, pas pour la vie, mais quasiment. Enfin, autour de moi, mes parents, mes pères, enfin, étaient dans une dynamique où tu rentrais dans une entreprise qui allait te former progressivement et tu allais acquérir de l'expérience, de l'ancienneté. Et je pense que ça, c'est des choses. J'ai pas fait beaucoup d'études sur la question, mais je pense que il y a eu une accélération du nombre d'entreprises. Il y a eu une accélération aussi de la médiatisation des entreprises et du coup des entreprises qui attirent des talents, des dynamiques d'entreprise. Le côté, tu rejoins une entreprise qui est créée par des hommes qui sont pas forcément plus vieux que toi. Alors c'est pas ce que j'ai vécu, mais je pense que ça arrive aujourd'hui. Tu rejoins une start-up qui a été créée par des étudiants et toi t'as 5 à 10 ans de plus, mais c'est quand même eux qui lead la boîte. Et donc les problématiques, je pense effectivement de management et les enjeux ont beaucoup bougé aussi de ce fait-là. Avant, je pense qu'il y avait la concurrence entre les grands groupes ou des carrières différentes après, ou dans la fonction publique ou dans l'enseignement ou dans la santé. Mais au niveau des carrières, on va dire de cadre, tu avais le choix entre différents groupes et du coup une appétence sur le produit ou une rencontre qui pouvait te faire rentrer dans cette boîte-là et y rester normalement minimum 5 ans, mais plutôt en moyenne 20 ans, quoi. Aujourd'hui, en tout cas ces dernières années, se sont démultipliées, je pense, les entreprises qui se sont montées avec des plus petites tailles, avec du coup pas les mêmes moyens en termes de formation, pas les mêmes moyens en termes de management, et en même temps des problématiques pas moins importantes sur le management et les enjeux de l'individualité et du collectif dans une entreprise, quoi. Donc effectivement, je pense que j'ai ressenti ça, qu'il y avait une sorte de différence entre les codes que je pouvais avoir lus dans les bouquins ou les méthodes qu'on pouvait m'avoir partagées et une réalité sur le terrain qui était un petit peu différente parce que le contexte avait beaucoup changé, change beaucoup, et du coup qu'après l'individu évolue avec ce contexte. Oui, la fameuse agilité dont il faut faire preuve en entreprise. Justement, toi, en matière de gestion, donc comment tu as été influencé dans ton management et comment tu as su, au fil de l'eau, adapter ta communication par rapport au code que tu avais appris? Est-ce que ça s'est fait de manière naturelle? Est-ce que tu as trouvé tout de suite comment faire, ou est-ce que tu as dû peut-être un peu tâtonner? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, je parlerai pas encore au passé. Je pense que je tâtonne encore toujours. Je pense que le sujet principal, ça s'est fait effectivement petit à petit avec de l'écoute et une sorte de travail sur l'alignement. C'est-à-dire, si j'ai ressenti qu'on pouvait pas travailler avec les méthodes telles qu'elles étaient construites parce qu'elles n'étaient pas adaptées forcément aux problématiques qu'on rencontrait réellement, et ça tant d'un point de vue humain que d'un point de vue même de la création des produits et services et de tous les autres enjeux de l'entreprise. Donc je pense que je dis effectivement, tu as parlé d'agilité et puis je te parlerai d'écoute, donc d'essayer de ressentir les choses en moi-même et puis avec chacun et de travailler là-dessus, d'être au maximum dans l'écoute de chacun, de chaque talent, de chaque personne, de chaque envie, de chaque ambition, pour créer le mouvement de notre collectif à partir de cette écoute et de l'expression des envies de chacun, plutôt que ce que je visualise moi comme des enjeux d'une entreprise plus passée où l'enjeu du management va être de faire rentrer les gens dans une fonction et puis après d'être mis au fait des problématiques et d'essayer de décider mais dans des temps plus longs, de décider dans des écosystèmes où la fonction et la méthode priment sur les personnes. Je pense qu'il y a eu
en tout cas mon mode de management de l'entreprise, des projets ou des gens, une dynamique plus centrée sur l'individualité et le talent, plutôt que le côté, tu vois, dans un grand groupe, les gens sont là pendant 3 ans à leur poste à peu près. Et donc, t'imagines dans une équipe qu'au mieux, ils partagent 12-18 mois ensemble. Et donc, le parcours de chacun. Et puis après, ils vont changer de service, ils vont changer. Nous, on est les 75 personnes qui travaillent aujourd'hui sur Wango. Il y en a la plupart qui sont là depuis plus de 5 ans, voire plus de 10 ans pour un certain nombre. Et j'ai pas 36 services pour te dire, bah toi tu bosses là, bah en fait avec la même expertise métier, tu vas aller bosser là-bas. Non, c'est les projets qui vont changer, c'est la dynamique qui va être différente, mais on va être au même endroit et on va grandir à partir de où tu es et du coup le poste, la fonction, le sujet va grandir avec toi. Il va grandir via les collaborations aussi qui vont se nouer et les enjeux qu'on va adresser. Mais donc, il a été vachement plus important pour moi de comprendre chacun. Et je te dis, il est aujourd'hui plus important pour moi de comprendre ce qu'il y a en chacun et de travailler avec ça comme une matière première de l'entreprise plutôt que ce que j'imagine être un manager dans un grand groupe, qui est d'être à l'écoute de ces problématiques et après de travailler sur des fonctions nécessaires et après de chercher des personnes pour remplir ces fonctions. Mais tu es obligé dans une grosse entreprise de beaucoup plus, codifier les process, de codifier les métiers, les fonctions et du coup de demander aux personnes d'endosser ce rôle-là, de prendre l'habit un petit peu plus comme au théâtre, quoi. Tu vas occuper un rôle le mieux possible. Tu peux y mettre ton humanité et ton individualité. Mais ça prime moins. Et donc le travail, je pense en tant que manager. Après, je te dis ça avec toute la réserve qu'il faut, parce que moi j'ai vécu qu'un mode d'organisation d'entreprise. Enfin, on a été plusieurs modes, mais enfin, je veux dire, globalement, j'ai pas vécu ce modèle que je compare, quoi. Je l'ai observé plus. Très bien. Du coup, donc beaucoup d'écoute, repérer un petit peu les talents, parce que parfois, c'est aussi pas simple, parce que souvent, les employés, c'est vrai qu'ils sont là pour appliquer une tâche. Au début, on se fait un peu discret. Donc, j'imagine quand il y a quelqu'un qui vient d'arriver, après, toi, d'essayer de dénicher justement les talents, les capacités de chacun, d'essayer de les mettre en lumière. Parfois, ce sont des compétences que même les employés, j'imagine, ne connaissent pas. Tu arrives un petit peu à déceler ça et à le développer. Côté RH, donc c'est une génération aussi qui est assez volatile, on l'a dit, puisque c'est d'abord le bien-être, les expériences, les compétences qui priment. Est-ce que tu as rencontré justement, est-ce que tu t'es retrouvé confronté à des difficultés pour essayer de retenir ou motiver justement des gens de cette génération où celui qui voulait partir, il partait, et comment ça se passe dans l'entreprise? Est-ce que c'est une difficulté? Je sais pas. Comme je disais, je pense que moi, c'est ce que j'ai connu depuis le début et ça m'a surtout beaucoup appris et j'ai dû me construire à partir de là. Mais c'était une donnée de l'équation puisque la plupart de mes collègues, collaborateurs sont de cette génération-là ou alors de celle d'après, mais pas de celle d'avant. Donc oui, je pense que ça pousse. Ça pousse en tant qu'employeur parce que la concurrence, il y a des attentes qui sont pas forcément exprimées mais qui sont là, donc de faire exprimer les attentes ou de savoir qu'elles existent, c'est assez important, et puis de se dire qu'effectivement l'engagement au sein de cette entreprise c'est un contrat à durée indéterminée mais pas infini, en tout cas beaucoup moins qu'avant, et après je dirais au fil du temps, comme tu dis, il y a après, au fur et à mesure qu'on travaille avec les gens, qu'on commence à mieux comprendre comment ils fonctionnent, ce qu'ils veulent. Moi, ce que j'ai déjà admis, c'est qu'il n'y a pas un schéma
type. Il n'y a pas une bonne gestion de carrière, il n'y a pas un bon schéma, il n'y a pas une bonne réussite professionnelle. Il y a effectivement un alignement qui se travaille en permanence entre l'état du moment, des compétences de la personne, de ses envies et le job qu'il y a à faire pour l'entreprise. Et si tu arrives à travailler avoir un bon alignement, bah, ça continue. Quand il commence à y avoir une rupture dans cet alignement, soit entre les compétences qu'a la personne et celles qu'elle a envie de développer et d'exercer, et puis aussi les besoins de l'entreprise, puisqu'on fait ce qu'on peut pour être agile, mais on peut pas changer l'entreprise pour une personne, enfin pas complètement. En tout cas, il faut que ça se fasse petit à petit et ensemble. Donc d'admettre que il y a des personnes qui vont être là pour 3, 4, 5 ans et puis d'autres qui vont être là pour 15 ans et ce sera 2 schémas différents et du coup, le parcours qu'on va faire avec les uns et avec les autres va être différent et ce qui est important, c'est que je disais, on parle de ressources humaines au sens littéral du terme, c'est de tirer le meilleur parti, pas au sens où on va presser le fruit, mais au sens faire grandir l'entreprise et faire grandir le projet, qu'il s'agisse d'un temps de 3 à 5 ans ou d'un temps de 10 ans. Je pense qu'on travaille aussi beaucoup plus avec l'idée de cette volatilité. Ça challenge beaucoup en termes de, je dirais pas de séduction, mais en tout cas d'entretien de la relation. Tu vois, je pense que on sait que l'idée d'un ailleurs est encore plus présent. On sait que l'envie d'être bien est encore plus exprimée et du coup, ça challenge beaucoup en tant qu'employeur, en tant que manager, sur qu'est-ce que je fais pour rester l'endroit où la personne a envie d'être. Après, c'est pas c'est bien que les gens changent de boîte. C'est bien. Parfois, il y en a qui reviennent aussi. Se nourrir, il y en a qui reviennent. C'est bien qu'on soit en mouvement et c'est une bonne chose aussi. Et je pense qu'il faut. Moi, j'ai beaucoup du coup travaillé sur en fait. Tu as ton choix à toi toi tu restes là, ça fait 18 ans que tu es là, tu continues et je renouvelle mes vœux moi régulièrement, je me questionne sur est-ce que je reste ou pas et pourquoi, sachant que je suis au même poste depuis un certain nombre d'années. Mais est-ce que ça me nourrit encore, est-ce que je grandis encore, est-ce que ça me convient comme équation, mais en décidant de rester, j'admets qu'on va me quitter. Et en même temps, ça veut pas dire que je vais pas tout faire pour que ça dure assez longtemps ou alors à un moment donné, tu vois, l'associé qui m'a recruté m'avait dit un jour je te mettrai dehors. Alors, je l'avais pas très bien pris à ce moment-là, mais dans l'idée, quelque chose d'assez positif dans le sens justement d'admettre pour le talent, pour l'individu, que c'est pas forcément une bonne chose qui reste là. Je dis pas que c'est une mauvaise chose qui reste là toute la vie, mais les deux sont possibles et les deux sont bons. Donc effectivement, c'est un sujet qui est hyper important, qui m'anime beaucoup et qui crée encore plus de dynamique et de challenge. Très bien. En termes de toujours RH, y a-t-il des compétences clés que tu recherches? Je te dirais aujourd'hui que la conscience de l'instant présent me semble être un sujet, tu vois, si tu te tiens auquel je suis de plus en plus attentive et je serai de plus en plus attentive. Des personnes avec qui tu peux donc la conscience, le côté, enfin des gens qui sont connectés à eux-mêmes et avec qui tu vas pouvoir justement plus simplement nouer un dialogue par rapport à eux, où ils sont en termes de compétences et de réussite et où ils veulent aller en termes de compétences à acquérir ou de projets à mettre en œuvre. Je pense que c'est un ingrédient, tu vois, au-delà de toutes les autres compétences, je pense que c'est un ingrédient qui va favoriser le collectif et son développement. Nous, on est une entreprise qui est très horizontale et on expérimente ça encore plus ces derniers mois et j'aimerais que ça dure comme ça, mais ça implique de pouvoir travailler avec les gens là où ils sont, avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle, beaucoup de lucidité et du partage. Mais ça implique que la personne, elle sache où elle est, elle. Alors,
il y a des personnes qui savent pas forcément, il faut aller les chercher, mais de pouvoir créer une résonance par rapport à ça, c'est hyper vertueux pour l'individu et pour le groupe. Et donc voilà, des gens qui sont en conscience, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être un élément déterminant de recrutement. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant effectivement. Et puis pour mener justement voilà l'entreprise, ouais, complètement. C'est un travail commun. Toi, tu es arrivé, donc voilà, tu fais partie de cette génération Y. Comment penses-tu que cette génération Y a influencé la culture d'entreprise et la pratique et les pratiques dans le travail par rapport au modèle ou au schéma que toi tu avais appris? Alors, c'est difficile de faire la part des choses entre vraiment ce qui est de l'ordre de la génération et ce qui est de l'ordre de l'environnement que j'ai vu. Oui. Start-up, tu le disais. Voilà, le modèle des start-up et de toutes ces boîtes qui se créent, le fait du coup, l'aspiration à créer quelque chose, parce que ça, je pense aussi dans les raisons pour lesquelles les gens partent, il y a aussi le fait que eux-mêmes ont envie d'entreprendre et on peut que encourager d'avoir allumé ce type d'étincelle chez des personnes. Je pense que ça a développé tous les sujets autour de l'agilité et de l'écoute et de la enfin tout ce qu'on rattache à la qualité de vie au travail, on met beaucoup de choses derrière ça, mais le fait d'être dans le lien et dans le lien en permanence, quoi, de pouvoir être ancrés les uns avec les autres dans l'instant et dans le projet, c'est ça, je dirais, qui est je pense pas que, enfin, tu vois, il y a une logique, tu vois, on remet beaucoup en question, par exemple, les entretiens annuels, en disant, en gros, les entretiens, historiquement, ils sont là comme des évaluations. En fait, des points de passage qui permettent de cartographier un peu les différentes ressources humaines de l'entreprise pour identifier les mouvements, pour avoir des éléments et ça revient à ce que tu avais à l'école, les points de passage, les passages en classe supérieure, les évaluations, les partiels, enfin, etc. Je pense qu'au départ, l'entretien annuel est une extension de ça. On voit aujourd'hui, c'est beaucoup challenger l'entretien. Il y a plein d'autres outils qui se créent. Il y a l'entretien lui-même qui a évolué. Moi, ce que j'ai vu apparaître, notamment dans l'entretien, alors je ne sais pas combien c'est lié à notre organisme et ses besoins primaires pour continuer à grandir, ou bien l'évolution de la génération, mais il y a probablement un peu des deux. Mais on a mis beaucoup plus d'aller-retour dans l'entretien. Donc c'est le manager et l'entreprise qui peut apporter des éléments de mise en perspective du parcours du collaborateur, mais c'est aussi le collaborateur lui-même qui se met en perspective de son propre parcours et voir qu'il fait des feedbacks à l'entreprise et à l'accompagnement qu'il a. Et c'est de plus en plus encouragé. C'est encouragé de prendre la température régulièrement, et de prendre une température, ça implique de demander l'avis, de demander du feedback. Il y a des mécanismes d'entretien à 360 qui ont émergé. Je suis pas sûre qu'il y a 30 ans dans l'entreprise, on demandait aux collaborateurs d'évaluer leur chef. Je pense pas aujourd'hui qu'il s'agisse d'évaluer non plus, mais il s'agit d'avoir un dialogue dans les deux sens qui admet que la relation se fait dans les deux sens et que la relation, elle se construit, elle se nourrit dans les deux sens. Mais donc, je pense que c'est des choses comme ça, c'est de donner la voix, pas forcément de manière révolutionnaire comme en mai 68, de trouver des codes pour ces dialogues-là, mais effectivement, enfin moi j'ai le sentiment que ça, enfin tout vient de la base de chacun où il est, de chacun ce qu'il voit, de chacun ce qu'il vit, et que du coup je compare toujours le rôle du manager à celui d'un coach. Je pense que on n'est plus manager au sens gérer, au sens tu vois, je gère
les gens, je gère les. Non, on est coach au sens, on est là pour prendre la matière qui est sur le terrain et l'affiner pour que le match suivant se joue encore mieux, que l'équipe soit encore plus adaptable aux conditions, à l'équipe qu'elle a en face, à l'enjeu qu'elle a, aux différentes personnes qui sont sur le terrain, et d'accompagner ça pour aller chercher l'excellence suivante. Donc voilà, je dirais un dialogue dans les deux sens, c'est ça, je pense, qui correspond à l'évolution du management avec la génération Y. Encore une fois, toute proportion gardée. Un, j'ai que mon expérience, et deux, cette génération, elle s'est aussi forgée avec le contexte dans lequel elle s'est faite. Oui, totalement. Alors là, on a eu justement le prisme manager et employé. Tu disais tout à l'heure, donc chez Wengo, c'est 2/3 de génération Y. Il reste 1/3. Comment, soit tu arrives justement à faire que ces multiples générations puissent travailler main dans la main? Quels outils tu mets à disposition pour favoriser leur collaboration? Toujours dans le discours, j'imagine, puisque tu le privilégies beaucoup, mais est-ce que justement tu arrives à les faire coïncider via des petits types, via des petits atomes crochus? Est-ce que tu arrives à les mettre, à créer de bonnes conditions justement pour qu'ils puissent évoluer ensemble? Alors, ça va pas leur plaire s'ils m'écoutent, mais les jeunes chez nous, pour certains, souvent on leur dit qu'ils sont vieux. Alors vieux au sens 40 ans, hein, pas vieux. Donc, je sais pas combien déjà il y a une forme de sélection naturelle aussi qui se fait avec le temps, et du coup, on est quand même un petit collectif. Hein. Enfin, c'est beaucoup, 75 personnes, donc ça reste à taille très humaine. Et du coup, si le fit prend, s'il y a des éléments de lien qui se nouent, ça peut durer. Inversement, si ça prend pas, ça prend pas, et c'est ok. La diversité, si tu veux, elle est sur toutes les dimensions. Effectivement, l'âge en est une, la génération dans laquelle t'es né en est une. C'est une des richesses qu'il y a pour moi autour de la table. Et mon enjeu, c'est de travailler sur cette différence-là comme sur les autres, de travailler à l'ouverture, de travailler de chasser les biais de raisonnement, de chasser les suppositions, les projections, mais c'est vrai pour toutes les dimensions de différence. Après, on a de la chance, nous, d'avoir beaucoup de personnes d'international. Je pense que ça a aussi favorisé une culture. Ouais, encore une autre dimension. Oui, parce que cette dimension-là implique de partir de l'idée qu'on parle pas la même langue maternelle, et du coup des efforts aussi de dialogue, de communication, et puis des efforts pour pas interpréter, pour pas projeter, pour pas juger. Mais je dirais c'est des efforts, mais ça a toujours été comme ça chez nous. Et donc après, je pense que il y a probablement eu une sélection naturelle qui se fait, comme dans tous les organismes biologiques vivants, qui retient des personnes qui se sentent particulièrement à l'aise dans cette dynamique-là. Mais nous, on a le langage des développeurs, le langage des marketeurs, le langage des commerciaux. Bah, déjà, ça, c'est pas la même langue. On admet ça depuis longtemps. Moi, ça a été mon métier, tu vois, au départ, d'être entre le monde des ingénieurs et les autres dans notre entreprise. Mais donc, d'admettre qu'il y a une différence et qu'on ne se comprend pas par défaut. Je pense que c'est ça mon cheval de bataille, enfin en tout cas mon point d'intention, mon point de travail, et je pense qu'il contribue sur les questions de génération, sans catégoriser chacun. J'ai 72 individus différents, il y a autant de différences que de personnes, si tu veux, et après on peut probablement faire des catégories, mais enfin avant tout j'ai des combinaisons uniques de chacune d'ensemble de catégories, si tu veux, les hommes, les femmes, les parents, les pas parents, les traumatisés dans l'enfance, les harcelés scolairement, enfin tout ça fait que tu arrives avec un bagage, et puis après tu avances avec les autres, et donc les aspérités ou les difficultés, je les ai pas plus ressenties, disons, sur les générations que sur toutes les autres
dimensions que tu peux avoir. Tu as connu une autre boîte ou tu n'as pas connu une autre boîte. Tu as un profil qui a tendance à pas écouter. Tu vois, les profils des commerciaux, ils sont très bons pour ne pas écouter et mettre le pied dans la porte et vendre ce qu'ils ont à vendre. Mais dans certains contextes d'échange, le profil commercial est très irritant. Inversement, le profil analytique est très irritant pour d'autres. Donc, cette diversité, c'est pour moi la richesse de l'entreprise et c'est l'enjeu premier du manager tu parlais de chef d'orchestre tout à l'heure, prends tous les instruments autour de la table dans toutes leurs spécificités, les spécificités qui viennent de ce qui fait qu'au départ tu choisis d'être violon plutôt que violoncelle plutôt que flûte traversière ou batterie. Enfin, il y a des choses qui sont dans la personnalité, des choses qui sont dans l'éducation et puis après l'histoire. C'est des instruments qui se jouent différemment, c'est des rôles dans la partition qui sont différents. D'une partition à l'autre, le rôle n'est pas le même. Le chef d'orchestre, il doit faire une symphonie de tout ça, même si de base ça va faire une cacophonie de toute cette diversité. Donc, l'enjeu intergénérationnel, c'est un peu celui-là. C'est-à-dire, effectivement, il faut que ça reste des blagues sympas entre le vieux, le jeune. Et ça peut aller dans les deux sens. On peut critiquer dans les deux sens, mais il faut que ça reste dans la bienveillance et le respect de l'autre parce que c'est une richesse de l'entreprise, cette diversité, et que voilà, faut cultiver pour aller chercher la symphonie de toutes ces différences, dont les différences générationnelles. Bah écoute, c'est une synthèse parfaite. Je n'ai rien à rajouter. Merci beaucoup Anne-Fleur. Justement, donc d'habitude on aborde les petits tips, etc. Là, je pense que tu as donné vraiment tout plein de clés justement pour gérer l'intergénérationnel en entreprise. Je vous invite également, j'ai une autre ressource à recommander donc sur la chaîne des Rendez-vous d'Émilie. Vous avez une vidéo du coach Stéphane Masson, un coach Wengo, qui s'appelle Comment composer et s'entendre avec les autres générations. N'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne et à vous abonner. On le répète, on le rappelle. Et chers auditeurs, bien sûr, n'hésitez pas à nous partager vos problématiques si vous en avez dans le milieu de l'entreprise, vos expériences, vos conseils en commentaire de ce podcast. Et si vous souhaitez explorer d'autres thématiques liées à l'épanouissement professionnel, n'hésitez pas à vous rendre sur le site waynegood.com. Je te propose, Alpha, de refermer ce podcast par notre séquence portrait, fleur dans l'air du temps et notre quiz intitulé pour l'occasion, la mélodie du bonheur en entreprise. On reste dans la musique. Alors, soit une chanson, soit une chanson dont les paroles font écho, soit un feeling, et tu peux avoir recours au joker si tu le souhaites. Anne-Fleur, si le management était une chanson d'amour, quelle serait-elle? D'amour. Écoute, je vais te dire le coach de soprano, comme je disais tout à l'heure. Pour moi, le manager, c'est un coach. Le coach, c'est une personne qui vient chercher le meilleur que tu as en toi. Un bon coach, hein, j'entends. Tu vois, moi, j'ai fait quelques séances avec un coach sportif depuis le début juin, là, et je kiffe. C'est quelqu'un qui va te chercher loin et qui t'engueule. Hein, faut pas pour que tu ailles te dépasser davantage, que te dire allez. Et en même temps, quelqu'un qui te félicite parce que tu as fait l'abdo supplémentaire, parce que tu as bien donné pour ta séance, ou etc. Donc, il y a le coach, il est centré sur l'individu qu'il coach et l'équipe qu'il coach en vue de d'un objectif qui est normalement déterminé avec le coach aussi. Donc c'est pas l'amour, c'est un amour voilà au sens pur pour moi de l'amour, au sens où on est centré sur l'individu qu'on a en face et on va l'accompagner. Donc voilà, et puis j'aime bien la dynamique de cette chanson et je pense que ça fait partie des premières chansons d'adultes que mes enfants ont chantées. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui résonne derrière cette chanson. Très bien. Si tu devais composer une chanson pour les longues réunions, quel serait le refrain pour tenir le coup? Faut pas tenir le coup dans une longue réunion parce que non, normalement on est impliqué, mais je te dirais j'ai la longue réunion, je vois la valse à 1000 temps, je supporte pas cette chanson, encore pire quand
c'est pareil, c'est un contexte. Je critique pas la chanson quand je dis ça, mais mon mari, c'est Brel, je crois, et il adore les écouter en flamand, les chansons de Brel. Ça me rend dingue. Je suis plus une Latin girl, je crois. Mais la valse à mille temps, c'est un mouvement comme ça, et ça s'auto-entretient, et c'est long. Non, les longues réunions, faut surtout pas trouver des méthodes pour les tolérer. Faut aller aller gratter et comprendre pourquoi elle a duré longtemps, pourquoi ça dure longtemps et comment on empêche ça. Enfin, c'est pas. Il peut y avoir des formats de moments passés ensemble longs. Mais il faut rythmer. On a un temps de concentration qui est quand même ce qu'il est. Ça s'arrange pas avec l'âge, je peux vous dire. Ça s'arrange pas avec les enfants, avec la charge mentale, etc. Il faut en être conscient. Il faut adapter la rythmique. On peut pas avoir un collectif. Même un match de foot, ça dure quand même 1h30, voire plus. On a vu. La finale, c'était long, mais c'est coupé. Il y a des entr'actes, et puis il y a un objectif à chaque fois. Je pense qu'une des réunions longues, elles avancent à vue. Ça, c'est mal. C'est très très mal. Donc, il faut comprendre pourquoi c'est pas préparé, etc. Mais moi, je ressens, voilà, la valse à mille temps. Si c'est long, en fait, tu vois, quand tu dis pour tenir le coup, si on ressent en réunion le besoin de tenir le coup, il y a un sujet, il faut en parler. Ouais. Et on prévoit les pop-corn pour l'entrée. Ouais. Il faut en parler. Ça rend pas service au collectif. Alors après, c'est pas facile de trouver la bonne méthode, mais faut se remettre en question. Une réunion qui dure plus de 3/4 d'heure, 1 heure, faut se remettre en question et se dire, est-ce qu'elle aurait pu durer autrement, autre chose? Est-ce qu'on aurait dû faire 10 minutes, puis couper pendant 20 minutes chacun, et puis revenir? Enfin, je sais pas. Il faut pas tenir le coup. Faut chercher à ce qu'elle n'existe pas. Très bien. Une chanson qui incarne parfaitement l'esprit d'équipe d'une entreprise. Quel serait pour toi ce tube? Alors, je suis désolée pour la culture musicale, mais ramener la coupe à la maison, ça me paraît bien. On a un objectif commun qui est clair, il n'y a pas de débat, il y a pas de place à l'interprétation. Ramener la coupe à la maison, ça dit plein de choses parce que la maison, c'est le côté national, tu vois, de l'équipe qui va jouer pour la France, enfin, dans le contexte d'usage de cette chanson. Et ramener la coupe, alors on aurait dû dire rapporter, parce que une coupe, ça se rapporte, ça s'emmène pas au-delà de ça. Ramener la coupe à la maison, il y a toutes les valeurs du groupe dedans et il y a un objectif clair, simple, qu'on peut évaluer. On a réussi, on n'a pas réussi, c'est simple, c'est clair, c'est net. Donc pour un bon esprit d'équipe, ça me paraît être une bonne chanson. Ok. Les conflits entre collègues, ça peut arriver. La chanson idéale pour décrire les conflits entre collègues, ce serait plutôt I Will Survive ou We Are Family? Ouais, enfin, ce serait. J'adore une chanson qui dit, c'est I Am What I Am déjà. Donc, je pense que après t'as la chanson de Cabrel, t'as Des hommes pareils. Et si on met un mélange de tout ça, on va dire Heal the World de Michael Jackson. En mode, bon, déjà, on va accepter que chacun on est pareil et différent, que on va chacun accepter là où on est et qui on est. Et puis après, on arrête la prise de tête parce que on est. C'est autre chose. Enfin, il y a vraiment d'autres problèmes plus graves, plus importants. Donc, on se détend un bon coup, on s'écoute. Et normalement, ça va le faire. Il n'y a aucune raison que ça le fasse pas. Très bien. Imagine maintenant une chanson qui représente les défis du leadership. Quel serait le titre inspirant de cette mélodie? Ah bah là, je peux prendre ton I Will Survive certains jours. Il est dispo, tu peux y aller. Mais oui, je vais. Il y a un côté parce que pour tout ça, oui, il faut y aller, il faut aller sur le front, faut pas fuir les difficultés qu'il y a. Enfin, on met pas de mouchoir, on se confronte aux problématiques. Enfin, en tant que leader, moi, j'estime que je dois me confronter à toutes les problématiques, tous les sujets, tous les enjeux. Et effectivement, je sors lessivée en général de chaque. Mais donc il y a un côté, oui, on y va et on va survivre. En fait, il y a rarement mort d'homme au bout du sujet. Donc littéralement,
je vais survivre clairement à quoi que j'ai à confronter. Et puis après, moins littéralement, effectivement, voilà, il y a un côté, ça prend énormément de ressources. Il y a un côté, ce qui ne tue pas te rend plus fort. Enfin, on a déjà parlé. Donc, I Will Survive, ça me paraît être une bonne dynamique. Ok. Ta chanson emblématique qui représenterait le mieux ton besoin de vacances. On y arrive. Alors, mon besoin de vacances, c'est le soleil, comme je t'ai déjà dit. Il est nécessaire. Je sais pas, j'ai des mélodies qui me viennent, qui sont plus, il y a un certain état de tranquillité que j'arrive parfois à atteindre en vacances en certains lieux, avec certains environnements. Quelle chanson on va déjà relax, take it easy, on va déjà pas se mettre la pression. J'ai une problématique que je dois adresser qui est tu veux des chansons, je vais te prendre Pala de Vianney, genre t'es où Pala, genre je suis pas là. Oubliez-moi. Oubliez-moi. Et en même temps, il faut que je sache qu'on osera me déranger si vraiment c'est critique, parce que sinon je n'atteindrai pas l'état de tranquillité. Et après, la chanson qui me vient, tu vois, là, c'est Truly Madly Deeply de Savage Garden. Pourquoi? Parce que la fois où j'ai découvert cette chanson et beaucoup écouté cette chanson, j'étais très jeune, mais j'étais sur un bateau et on allait vers une île. Et donc là, je visualise ça et c'est mon besoin de vacances, c'est ça, c'est aller. Il y a de l'eau, il y a du soleil et rien d'autre. Très bien. Et quel serait pour toi le titre de l'hymne de ton entreprise? Tu peux l'inventer totalement. Écoute, je vais pas l'inventer parce qu'il y a beaucoup de titres qui existent. Je dirais Une belle histoire. Avec une chanson, je crois, qui parle d'une rencontre qui n'était pas complètement programmée, d'une rencontre qui se fait. Tu parlais de génération, on s'est beaucoup rencontrés assez jeunes dans les boss quand on est arrivé étaient jeunes et puis les gens qui y sont arrivés, pour beaucoup sont arrivés avant la trentaine et puis on poursuit un bon bout de chemin ensemble et ça se fait pas. Ça implique des rebonds, ça implique des remises en question, ça implique d'y travailler ensemble. Voilà, il y a une belle histoire, le côté hasard, mais probablement pas hasardeux de la rencontre, et puis le chemin qu'on fait ensemble. C'est une belle histoire. Et j'espère qu'elle va continuer. Oui, bien sûr. Eh ben, merci beaucoup pour ces réponses. Le podcast touche déjà à sa fin, donc on le dit, l'entreprise intergénérationnelle We Are Family. Donc beaucoup d'agilité, d'écoute, de remise en question, des talents, faire émerger aussi, faire révéler des talents parfois aux personnes. C'est donc tout le talent d'une bonne chef d'orchestre. As-tu un dernier message à adresser à nos auditeurs avant de nous quitter? De profiter de l'été et de se ressourcer, de prendre toutes les énergies qu'il faut dans les congés, la pause estivale que j'espère pour beaucoup, et en même temps, comme toujours, de ne pas se mettre la pression. Parce que moi, je me souviens de certains étés dont je suis revenue encore plus lessivée après les congés qu'avant. Et je pense que le pire n'était pas d'être lessivée. Le pire était que je m'en voulais de pas avoir profité et de me dire à partir de maintenant, ta vie, ça sera ça. T'as toute l'année, c'est dur. Et puis les vacances, c'est dur. Et puis voilà. Et donc, non, on fait ce qu'on peut. Et on prend ce qu'on a. On profite. Mais on profite sans pression de profiter. C'est-à-dire que oui, les enfants, c'est pas facile tous les jours. À la fin des vacances, on n'en peut plus. La famille, la belle famille, la rentrée, facile non plus. Voilà, on prend ce qu'il y a à prendre. On ne s'arrête pas sur ce qu'il n'y a pas à prendre et surtout, on ne s'injoncte pas d'aller bien, même en vacances. Même en vacances, exactement. Et on prend ce qu'il y a de bien. On garde le bon, le reste, hop, on continue. On respire et on ne s'injoncte de rien. Ça, c'est la paix royale. Merci beaucoup, Anne-Fleur. Je pense qu'il y a un karaoké donc à prévoir
prochainement. Clairement. J'ai un don pour ça, manifeste. On donne rendez-vous à la rentrée pour partager à nouveau tes humeurs, tes doutes, tes envies, tes impressions. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé passer ce moment avec nous, à commenter si vous souhaitez partager vos réflexions avec nous et même à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Et d'ici là, vous pouvez trouver l'inspiration et les réponses à vos questions dans tous nos articles, podcasts et vidéos. À très bientôt. Merci.